Bonjour à toutes et à tous, Grégory Book. Bienvenue dans cette présentation dans laquelle je vais vous donner les chiffres réels de notre décadence, de la situation de l'Occident, de ce qu'on appelle la perte de repères, la perte de valeur, sans jamais vraiment d'ailleurs savoir comment précisément définir cette chose, sans jamais savoir comment la chiffrer. Eh bien, c'est aujourd'hui ce que je veux vous montrer. Je vais vous montrer des exemples précis et chiffrés de situations que j'estime comme étant décadentistes. Nous sommes en 2023, en juin. Alors le mot décadence, tout d'abord, quelle est sa définition? C'est l'état d'une civilisation, d'une culture, d'une entreprise qui perd progressivement de sa force et de sa qualité. Commencement de la chute et de la dégradation. Donc c'est cette définition qui pour moi définit le mieux la situation actuelle en France, en Europe de l'Ouest, en Occident en général, ou même dans d'autres pays du monde. C'est cette perte de vitalité qui nous conduit en fait à une situation d'affaiblissement dans laquelle notre économie est de moins en moins performante, les gens sont de moins en moins heureux, sont de moins en moins en bonne santé, il y a de plus en plus de conflits, les valeurs morales sont de plus en plus étranges, la force militaire baisse. Voilà, c'est un ensemble de choses qui fait qu'un peuple en fait perd de sa grandeur passée et est sur une pente glissante, un peu à l'image des grands empires antiques qui se sont soit effondrés, soit ont fortement décliné. Et on pourrait comparer ça à un pourrissement intérieur, un affaiblissement moral, à une dégénérescence. Alors aujourd'hui, je ne vais pas parler de tout ce qui est crise économique, financière, énergétique, écologique ou géopolitique. C'est-à-dire que la décadence, c'est pas votre pays qui se fait attaquer, c'est pas la température qui se réchauffe, c'est pas un krach boursier, c'est pas une grosse crise économique qui entraîne des millions de chômeurs, c'est pas une raréfaction du pétrole, c'est pas une raréfaction des énergies en général, c'est quelque chose qui est intérieur, qui est dans la tête des gens, dans la volonté de vivre, dans le sens de la vie. C'est profondément philosophique, voire religieux. Premier indicateur, la consommation de drogue illégale. Donc là, on voit que c'est un indicateur en Suisse. Alors je mettrai toutes les sources à la fin, pour que ce soit transparent. Combien de personnes ont au moins une fois consommé de la drogue au cours de leur vie? Et donc on voit que cette proportion augmente. En jaune, vous avez les chiffres de 97 et en rose foncé de 2017, donc 20 ans après. Et on voit que par exemple le cannabis, en 97, vous aviez 19% des gens qui déclaraient en avoir consommé et maintenant c'est 32%. La cocaïne c'était 2,7%, maintenant c'est 6,7%. L'ecstasy c'était 1,6%, maintenant c'est 6%. Il n'y a que l'héroïne qui est stable, mais d'ailleurs il y a d'autres types de drogues qui ne sont pas forcément listés ici à partir de médicaments qui, elles, évidemment, voient leur consommation aussi augmenter. Donc déjà, on sait que quand les gens commencent à se droguer, c'est qu'il y a un problème. Souvent des gens qui sont malheureux, dépressifs, et qui trouvent un refuge dans la drogue, qui tombent dedans, qui n'ont pas la force mentale, malheureusement, d'y échapper. Le tabagisme. Alors, le tabagisme, c'est pareil, c'est un signe qu'on maltraite son corps, qu'on n'a même pas la conscience qu'on fait du mal à son propre corps. En plus d'être une décision totalement irrationnelle du point de vue financier, c'est simplement le fait qu'on se maltraite, on se fait du mal à long terme, et d'ailleurs aux futures générations aussi, puisque les conséquences passent et sautent les générations, puisque ce sont des conséquences génétiques. Quand vous fumez, vous faites du mal à votre génétique. Donc on va dire que depuis 2000, voilà, la consommation baisse plutôt, mais là on voit que avec cette histoire de confinement et des gens qui sont prisonniers chez eux, eh bien on a eu une hausse de la consommation. Donc en fait c'est pas gagné, c'est pas acquis cette baisse de la consommation, et de toute façon même si on était à 20%, ça reste 20% de trop. Le tabac
et tous les types de fumée en fait, l'objectif c'est évidemment zéro. C'est ne pas consommer, ne jamais consommer. On voit que chez les jeunes, c'était en 2019, les 15-24 ans, en France on a 35 ou 39% des jeunes donc qui fument. C'est un des chiffres les plus élevés d'Europe. Mais voilà, les autres pays européens sont aussi élevés. On est tous quasiment entre 20 et 30%, quoi. Donc un tiers des jeunes fument en 2019. Donc c'est vraiment c'est une preuve de notre décadence physique parce que on maltraite son corps. Alors c'est à l'échelle de génération en génération. Le tabac c'est quelque chose quand même d'assez récent dans l'histoire européenne, le fait de fumer comme ça. Mais ça a un effet. Et donc, si la décadence peut évidemment remonter à plusieurs siècles. Je ne parle pas forcément de la décadence depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On essaie d'analyser la situation globale. On essaie de prendre du recul. L'alcool. Donc là, on voit que la consommation en fait reste élevée. Alors certes, elle baisse en termes de type de consommation. On voit que il y a de moins en moins de personnes qui boivent tous les jours leur verre de vin ou leur bière, mais la consommation reste quand même élevée, puisque en 2017, on n'avait que 12,8% d'abstinents par rapport à l'alcool, alors que le taux en 92 était de 9,3%. Donc il y a plus d'abstinents aujourd'hui, mais il faut évidemment mettre ça en relation par rapport au changement de population, notamment à l'émergence de l'islam et de l'interdiction dans l'islam de boire d'alcool. Donc ces chiffres sont évidemment à adapter un peu par rapport au contexte démographique. Et de toute façon, ça reste beaucoup trop peu. Le fait qu'il n'y ait que 12,8% d'hommes abstinents en alcool, c'est beaucoup trop peu. Il faudrait qu'on soit à 95%. Donc là, c'est pareil, ça montre que l'état actuel n'est pas bon. On se fait du mal à long terme, parce qu'on ne pense pas aux futures générations, on ne pense pas aux conséquences à long terme. Et ça montre qu'on n'a pas la bonne philosophie en tête, parce qu'avec une bonne philosophie, on ne sombrerait pas dans ce genre d'excès. La malbouffe. Alors là, ce sont des chiffres en milliers de tonnes en 2018. Consommation de snacks et de produits sucrés en France. Et on voit que, si on prend par exemple les glaces, 377 milliers de tonnes consommées en France, 170 000 tonnes de confiserie, pareil pour les chips, gâteaux apéritifs, chocolat, biscuits, salés, sucrés, tous ces types d'alimentation qui ne sont pas optimales pour l'être humain, qui sont en fait des pseudo-aliments, c'est pas de la vraie nourriture. Là c'est pareil, dans un pays normal, il n'y aura personne qui ne boirait de soda, qui mangerait de gâteaux, de chocolat, de glace à longueur de journée, ça n'existerait pas. Parce que c'est pareil, il y aurait ici aussi la conscience que on se fait du mal, et donc on ne veut pas s'empoisonner, on veut avoir un corps sain, on veut que nos process de fonctionnement du corps au niveau cellulaire se passent du mieux possible, et donc on ne veut pas empoisonner son sang et son corps. Les sodas, par des répondants indiquant consommer régulièrement des boissons gazeuses sans alcool. France 46%, Allemagne 52%. Donc en fait, dans l'Occident, on a quasiment la moitié des gens qui boivent des sodas tous les jours. Donc c'est évidemment catastrophique, et on le voit d'ailleurs à la quantité de sodas qui sont exposés en supermarché. Les magasins sont obligés d'en mettre beaucoup en rayon puisque ça part vite. Les gens trouvent ça sympa de boire du soda alors que ça détruit leurs dents, ça détruit leur santé. Ça dérègle leurs hormones, mais ils continuent de le faire parce qu'ils ont cette philosophie de plaisir instantané en tête et ils ne pensent pas aux futures générations. Le fast-food, on voit que le chiffre d'affaires augmente de plus en plus, donc tous les types de fast-food possibles.
Là, il n'y a pas de légende, mais c'était le diabète aux États-Unis par comté, il me semble. Donc on voit qu'il y a de plus en plus de gens diabétiques aux États-Unis. Voici les chiffres pour la France. Le diabète de type 2, donc on était à environ 2% en 92 et maintenant on est à 5% en 2020. Donc on voit que les chiffres petit à petit augmentent, il y a de plus en plus de diabétiques. Peut-être que ça a un rapport avec évidemment la malbouffe qu'on a vu juste avant. C'est une décadence physique, c'est-à-dire que plus on a de gens malades, et c'est pas parce qu'il n'y a pas assez de moyens dans l'hôpital, c'est pas parce que les médecins sont mal formés pour soigner. Ce qu'il faudrait, c'est que ça n'arrive pas. Il ne faudrait pas que les gens tombent malades. Hein, la question, c'est pas de savoir comment est-ce qu'on va guérir une fois que le problème est là. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour empêcher le problème d'arriver. Et donc, si ce problème a une origine dans notre mode de vie, ça veut dire que c'est le mode de vie qui est à changer. Et d'ailleurs, cet excès de malbouffe, c'est assez récent dans l'histoire, enfin, j'allais dire humaine, mais oui, humaine surtout, mais même au niveau d'un pays, de la France, puisque ça n'apparaît qu'avec l'industrialisation et l'industrie du sucre, hein, qui est quand même assez récente. Proportion de personnes déclarant avoir un trouble de la vision selon l'âge et le sexe. Donc là, par exemple, on voit que chez les hommes entre 25 et 64 ans, donc l'âge vraiment actif, on voit que seulement 32% déclarent n'avoir aucun trouble de la vision. Et seulement 22% des femmes. Et on voit que au sein de cette même classe d'âge, 16,8% des hommes déclarent avoir un trouble de la vision mal corrigé. Et 20,9% des femmes. Donc ce qu'on voit là, c'est qu'en fait, il y a de plus en plus, et en tout cas à l'heure actuelle, il y a une forte proportion de personnes qui ont des problèmes de vue, de tout type, et ça n'est pas normal. Alors évidemment, on ne peut pas forcément guérir le problème en claquant des doigts, mais sans être spécialiste des yeux, je peux quand même pointer que c'est un problème, puisque normalement l'homme doit censé pouvoir voir et même utiliser ses autres sens de manière optimale sans avoir besoin d'avoir un accessoire sur lui. Puisque si ça continue comme ça, on sera tous malvoyants et tous les gens qui naîtront, tous les bébés qui naîtront, seront déjà, les enfants en tout cas, devront être assistés de lunettes parce qu'ils ne pourront pas voir. Donc c'est cette pente glissante comme ça vers la déshumanisation, puisqu'en fait vous perdez vos facultés humaines, vous devenez de plus en plus humanoïde, hein, assisté de prothèses dans tous les sens. C'est pas vraiment la vision idéale de la liberté humaine que j'ai. Je pense que les gens devraient avoir, c'est qu'en fait l'objectif c'est d'être autonome, d'être libre, de ne pas avoir besoin de médicaments ni de prothèses, de ne pas dépendre de l'industrie pharmaceutique ou d'autres types d'industries. C'est de pouvoir expérimenter la vie selon ses pleines capacités de manière authentique. Donc ce type de problème de santé, comme dit, on ne va pas le résoudre en une génération, mais il faudrait quand même se pencher sur les causes réelles de cette malvision. Est-ce que c'est les écrans? Est-ce que les gens ne font pas assez d'exercice des yeux, par exemple? Il faudrait mettre en place des mesures pour contrer cela. Et pas simplement dire, en fait, mon problème réel avec ces chiffres, c'est que quand il y a un problème de vue, les gens partent du principe qu'il faut des lunettes et que, voilà, point final, des lunettes. C'est comme ça, voilà. T'as un problème de vue, tu vas chez l'opticien, point barre. Vous voyez? C'est cette espèce d'automatisme qui conduit pour chaque problème à dire, faut prendre un rendez-vous. Il faut ça, il faut ça. Et toujours apporter une pseudo-solution qui ne va faire que résoudre le symptôme. C'est ça, moi, qui profondément, en fait, m'agace dans notre philosophie actuelle. C'est cette philosophie de dire qu'on va simplement essayer de corriger le symptôme et c'est bon, on peut oublier l'affaire ensuite. Non.
ce problème, ça concerne l'humain, ça concerne notre espèce, Homo sapiens, puisque de plus en plus on est affaibli, on est dans ce cas-là malvoyant, on a d'autres types de problèmes, on a vu avant le diabète, etc. Et ça n'est pas normal. Donc ça ne veut pas dire qu'on a la solution instantanément, mais ça veut dire qu'il faut qu'on change notre manière de, pour le coup, voir les choses et essayer de remonter aux causes racines de nos problèmes. Là, on voit, alors je n'ai trouvé que les chiffres en Allemagne, la part de gens qui se sont fait, entre guillemets, vacciner contre, entre guillemets, le coronavirus. Et on voit que, par exemple, la première dose, on avait au final environ 78% des gens qui se sont fait vacciner, donc de la population. Première et deuxième dose. Troisième dose, on voit que déjà il y a eu beaucoup plus de sceptiques, puisque seulement 60% se sont fait vacciner, et la quatrième dose, 12%. Alors, ces chiffres montrent quoi? Ça montre que il y a malheureusement un problème dans la vision de la santé que les gens ont. Alors, peut-être que vous vous êtes fait vacciner une, 2 fois, voire 3 fois, mais si vous vous êtes fait vacciner 4 fois, c'est quand même que votre vision des choses a des manquements, et j'ose le dire, puisque d'ailleurs ces vaccins, entre guillemets, ont beaucoup d'effets secondaires qui sont maintenant de plus en plus publiés dans les médias. Mais ça montre que, d'abord, contre une maladie qui n'était pas si terrible que ça, il y a eu un réflexe vaccinal, donc c'est se dire, voilà, on a un problème, on s'injecte et c'est fini. On est protégé. Voyez. Donc, rien que ça, c'est déjà un problème. Ensuite, de croire que s'injecter de force dans son corps, un produit en le mettant directement dans le sang, sans passer par les barrières naturelles, c'est un deuxième problème. Donc ça, c'est le problème de la vaccination en général, c'est-à-dire que on s'autorise, nous les humains, comme ça, les hommes soi-disant développés, à faire ce qu'on veut de notre corps, à s'injecter des trucs, et le corps n'a qu'à obéir, n'a qu'à réagir comme on le souhaite. Voilà. On commande un truc, on a un résultat. Eh bien non. Le corps, c'est un organisme en soi qui a ses process de fonctionnement, et on ne peut pas commander un résultat comme on commande n'importe quel objet sur Internet. C'est toutes les actions qu'on fait sur soi ont des conséquences, ont des effets. Il n'y a pas d'effets secondaires, il n'y a que des effets. Et quand on cherche à obtenir un petit avantage sur un petit terrain, on a souvent beaucoup de désavantages dans d'autres terrains. Donc, s'injecter de force quelque chose, ce n'est pas naturel. C'est déjà la première chose. Et ensuite, dans le cas de ce Covid, donc là c'est le troisième point, on a vraiment une forte vaccination due à la propagande intensive des médias. Malheureusement, les gens croyaient les médias. C'est comme ça, il y a encore une forte croyance des médias dans la population, et c'est pour ça qu'ils se sont fait injecter. Mais moi, le positif que je vois quand même, c'est que à chaque dose, il y a eu de moins en moins de personnes qui ont cru. Donc ça veut dire que voilà, les gens se sont fait entre guillemets avoir une, 2 fois, mais pas 3, 4 fois, quoi. Et donc si on avait eu une 5e dose, là les chiffres, ça serait encore plus bas. Donc pour une maladie qui était censée rester tout aussi mortelle du début à la fin, bah, en fait, il y a eu de moins en moins de vaccinés. Donc j'espère que les gens, avec cette affaire de Covid, pour le coup, ont été vraiment vaccinés contre la propagande des médias, et que la prochaine fois, bah, ils y réfléchiront à 2 fois, surtout en voyant les effets secondaires actuels. Les effets, pardon, tout court. Donc là, encore une fois, on voit que les vaccins sont de plus en plus répandus dans le monde. La part des enfants âgés de 1 an ayant reçu des vaccins. Regardez les chiffres. Alors, pour diminuer la gravité de ces maladies, il y a des règles d'hygiène. D'accord ? Parce que beaucoup de ces maladies sont dues à des mauvaises pratiques d'hygiène, que ce soit entre les humains eux-mêmes, ou que ce soit entre l'homme et son environnement.
des choses toutes bêtes d'assainissement, voilà, le traitement des eaux usées. Il y a énormément de pays dans le monde, de zones qui n'ont même pas de système de traitement des eaux sales. Et tout ça, ça engendre des problèmes. Il n'y a même pas forcément de conscience que quelque chose est mal. Donc, essayons d'abord de travailler sur notre environnement avant de devoir s'injecter des choses sans en connaître les effets à long terme. Voici la prévalence des cancers aux États-Unis entre 1975 et une projection en 2040. Donc on voit que le nombre de cancers, en tout cas identifiés comme cancers, augmente d'année en année. Alors certes, la population augmente légèrement, mais la population, par exemple, entre 2000 et 2020 n'a pas doublé. Pourtant, le nombre de cancers, lui, a quasiment doublé. Donc, il y a une forte augmentation des cancers à mettre évidemment en lien avec les chiffres précédents. Donc c'est pareil, ça démontre que quelque chose ne va pas dans notre mode de vie, dans notre environnement, dans notre dans notre rapport à la maladie et à la santé. Il faut qu'on change quelque chose. Là, c'est dans le monde et on voit que le nombre de cancers augmente aussi dans le monde et notamment chez les plus jeunes. La consommation d'antidépresseurs augmente partout. Donc là, antidépresseurs, on essaie de calmer hormonalement les hormones responsables de notre situation, alors que de manière naturelle, il faudrait d'abord changer sa vision de la vie, peut-être, essayer de changer des choses autour de soi, plutôt que de se résigner à vivre dans une situation qui nous rend malheureux et qu'on essaie de combler par ces médicaments qui sont prescrits évidemment de manière très facile, automatique par tous ces médecins soi-disant de l'esprit, mais ça ne résout pas le problème. Voilà. Encore une fois, une industrie qui s'ajoute, qui propose une solution pour traiter entre guillemets un symptôme sans remonter à la cause racine qu'il faudrait mettre en priorité. Alors, autre type de catégorie, on a le nombre de personnes qui vivent seules aux États-Unis. Donc on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui vivent seuls, donc c'est-à-dire sans famille. On voit que le taux de fécondité baisse dans l'Occident, mais aussi d'ailleurs dans d'autres pays. Toutefois, il est déjà très faible en Occident, alors que dans les autres pays, il baisse, mais il est quand même assez haut. Donc on voit que, par exemple, en France, en 1950, on était quasiment à 3 enfants par femme, et maintenant on est à 2. Aux États-Unis, on est à 2. En Russie, on est à 2 aussi. Donc voilà, au Japon, on est à moins de 2. Donc tout ça, c'est évidemment le signe que la population baisse, qu'il n'y a plus de... Alors c'est vraiment un sujet en soi, la fécondité, la natalité. Il y a quelque chose qui est cassé dans beaucoup de personnes, dans la tête de beaucoup de personnes, quant à la reproduction. Il y a vraiment un problème. Alors déjà, je pense selon moi qu'il y a un problème biologique de santé, puisque évidemment quand les gens sont malades, ils ont moins tendance à se reproduire. Donc ça, c'est à mettre en lien avec les chiffres précédents. Mais il y a aussi un aspect de l'esprit, un aspect mental, un aspect philosophique. Voilà, il n'y a plus de volonté vraiment de se perpétuer, parce qu'on ne s'identifie même plus comme un peuple, on ne voit même plus pourquoi en fait se perpétuer. On ajoute à ça le problème du système de retraite qui vraiment démotive les gens à faire des enfants. Et au-dessus de ça, on a maintenant la propagande climatique qui vise à dire si vous faites des enfants, vous allez polluer la planète. Voilà.
Donc tout ça combiné fait que le taux de natalité baisse, hein, des facteurs qui sont biologiques, qui sont psychiques, qui sont psychologiques, et c'est assez inquiétant. Voici le nombre moyen de personnes vivant par famille aux États-Unis entre 1960 et 2022. On voit qu'on est passé d'environ 3,5 personnes à un peu plus de 3 personnes. Donc lentement mais sûrement, il y a de moins en moins de personnes qui vivent donc au sein d'un ménage aux États-Unis. Alors j'ai pioché un peu des chiffres selon ce que j'ai trouvé, parce que tout n'est pas disponible pour la France, et ça donne d'ailleurs un bon aperçu de la situation générale en Occident. Hein, on voit que tous les pays sont concernés. Alors voici une frise que je ne vais pas détailler, mais qui liste les droits qui ont été accordés aux personnes homosexuelles en France, et on voit qu'en fait on va vers de plus en plus de droits. Alors on passe d'un extrême à l'autre. On voit que pendant la guerre, les homosexuels étaient traqués. En tout cas, c'est écrit comme ça par la police française. Et maintenant, on voit que on peut changer son sexe dans à la fois biologiquement et administrativement, et que le mariage est légalisé pour tous, etc. Donc en fait, on passe d'un extrême à l'autre, on n'arrive pas à trouver une situation qui contente tout le monde et qui soit aussi, qui propose un modèle de normalité pour la société. Il n'y a plus de normalité, il y a une liberté qui est vraiment exagérée, et il n'y a plus de modèle en fait social. Les gens ne savent plus, enfin, évidemment qu'il y a une inertie et que beaucoup de gens le savent encore, mais c'est pas en tout cas officialisé comme ça. Il n'y a plus de modèle social à suivre, et en fait on normalise tout et n'importe quoi. Du moment qu'une personne dans un pays a une particularité, on va essayer de normaliser cette différence et de la mettre au même niveau que les autres. Donc mon but ici, ce n'est pas de dire qu'une personne homosexuelle ne vaut pas une personne hétérosexuelle, c'est de dire que il y aurait un type de famille à mettre au centre de la politique et à normaliser et à valoriser, c'est évidemment la famille hétérosexuelle avec beaucoup d'enfants, puisque c'est ça qui perpétue le peuple, la nation. C'est ça le futur. C'est la matrice de reproduction. Donc si on casse ça, si on dévalorise ce modèle, évidemment que les gens vont être moins attirés par ce modèle, et vont être attirés par d'autres types de vie. Et ça serait bien qu'on trouve une situation et un mode de fonctionnement qui soit équilibré, où on n'est pas dans la chasse aux homosexuels et où on n'est pas dans l'adoration et dans la valorisation exagérée de ce type de sexualité. Voilà. Il faudrait qu'il y ait un juste milieu où on considère que ce n'est pas normal, c'est-à-dire que ce n'est pas la norme sociale de l'époque, sans que ça soit persécuté. Voilà. Il y aurait un juste milieu à trouver qui est visiblement difficile dans nos sociétés. Et ça se traduit en chiffres. On voit que en 2014, il y avait un maximum de environ 5% des gens qui s'identifiaient comme LGBT, donc lesbiens, gays, bi, trans, et en 2022, le maximum est de 19,7%. Parce qu'en fait, au fur et à mesure des générations, et c'est ça que montre ce graphique, il y a de plus en plus de gens qui se déclarent LGBT. Donc, rendez-vous compte que si on prend par exemple ce chiffre extrême, parmi les gens qui sont nés entre 1997 et 2004, 20% se déclarent LGBT. C'est quand même énorme, surtout quand on compare aux chiffres de 2014, qui sont pas si vieux que ça.
Et on voit que par génération, en fait, cette proportion augmente. Et ça, c'est évidemment dû à cette normalisation. Parce que quand vous rendez quelque chose de normal, voire quand vous le rendez cool, intéressant, et que vous le mettez dans la tête des enfants le plus tôt possible, eh bien, ils se posent des questions et voilà, ils sont aussi attirés par ça, simplement par un phénomène de mode. Et aussi parce que les parents n'ont rien pour contrer cela, les parents acceptent cela. Ce sont les parents qui sont responsables, ils sont contents quand leur enfant subit de la propagande, puisque ils se disent c'est génial, mon enfant va être plus tolérant. Voilà, c'est ça que beaucoup de parents se disent. Donc, et aussi, il n'y a pas de modèle en face à proposer. Donc, quand vous n'avez pas de moyen de construire quelque chose, eh bien, l'acide destructif va s'attaquer à vous sans que vous n'ayez de moyens d'y répondre. Donc, cette propagande, évidemment, dans les écoles, est à bannir. Là, on voit des chiffres qui montrent une tendance similaire pour les Royaume-Uni. Hein. Les chiffres d'avant, c'était aux États-Unis. Donc là, on a un chiffre spécialisé pour le Japon avec le nombre de personnes qui ont officiellement changé leur genre auprès de l'administration. Et on voit que par chaque année, en fait, il y a de plus en plus de personnes qui, comme ça, décident de changer leur genre. Voilà, leur genre ne leur plaît pas, donc on va changer mon genre, c'est plus monsieur, c'est madame, c'est plus madame, c'est monsieur, bientôt ça sera autre chose encore. Voilà, c'est une tendance que j'ai trouvée en tout cas ici chiffrée au Japon. J'ai aussi trouvé des chiffres pour le Québec, alors j'ai pas trouvé pour la France, mais de toute façon c'est similaire dans tout l'Occident. Nombre de demandes de changement de la mention du sexe autorisées au Québec en fonction de la mention du sexe à la naissance. Donc on voit qu'en tout, en 2010, c'était quand même pas il y a 150 ans, il y avait, j'arrive même pas à lire, mais peut-être 20 personnes qui ont demandé à changer de sexe auprès de l'administration. En 2020, soit 10 ans plus tard, on était à 400. En 2021, à presque 700. Donc il y a, comme ça de manière lissée, il y a une augmentation. De plus en plus de gens se décident à changer de sexe parce que, encore une fois, on en revient à la propagande, c'est-à-dire que la culture générale de plus en plus tourne vers une sorte de fluidité de genre, comme ils disent, où en fait on peut choisir son genre, ce n'est qu'un paramètre comme ça qu'on peut changer, comme la couleur de ses cheveux par une teinture. Hein. Voilà. Chacun peut mettre le curseur comme il veut. Il n'y a plus de genre attribué à naissance. Hein. Il faut que la liberté soit là. Bien que cela, évidemment, ait un effet ensuite sur la natalité et sur la santé mentale des gens qui changent leur genre, puisque beaucoup, évidemment, regrettent, notamment qu'ils font des opérations. Alors voici un graphique qui a été difficile à trouver. C'est pas des données qui sont assez publiées. Hein. C'est compliqué. D'ailleurs, si vous en avez d'autres, je suis intéressé pour les ajouter à la liste. Ce sont les opérations de changement de genre, et dans ce cas-là, aux États-Unis entre 2015 et 2016. Donc tout d'abord, on voit qu'il y a eu une augmentation, et on voit que les chiffres là, sont quand même assez importants, puisque au total, en 2016, vous avez 3200 personnes qui ont subi des opérations de changement de genre pour se faire greffer des choses, se faire enlever des choses. Donc c'est visuellement assez horrible, hein, tout ça. Et même philosophiquement c'est horrible déjà, mais physiquement c'est pas terrible non plus. Encore une fois, c'est dans la lignée de ce qu'on a vu juste avant, c'est une conséquence logique. Hein. Si vous pensez que vous êtes né dans le mauvais corps, vous allez peut-être essayer de changer ce corps par de la chirurgie plastique. Alors, eux, c'est marrant parce qu'ils appellent ça une réassignation de genre. Hein. C'est-à-dire qu'ils partent du principe que voilà, vous aviez le mauvais genre et qu'on vous remet le bon. Hein. Que grâce à la technique moderne, on vous remet le bon genre que la nature vous a faussement attribué, ou que vous ne vous sentez pas comme étant en accord avec.
Donc cette phraséologie est vraiment étrange, hein, et part du principe toujours que voilà, c'est l'individu est roi, choisit ce qu'il veut. Non, c'est pas une réassignation de genre, c'est un changement euh, de genre, en tout cas en apparence, pas biologique, hein, parce qu'au niveau des chromosomes et du reste, ça reste évidemment comme à la naissance, quoi. Là, pareil, on voit des chirurgies de changement de sexe entre 2019 et 2014, et on voit que les chiffres augmentent. Alors il me semble que c'était les chiffres du Québec, si je ne me trompe pas. Voici le ratio d'interruption volontaire de grossesse, donc d'IVG, pour 100 naissances vivantes en France, de 2017 à 2020. Donc on voit d'abord évidemment que ce chiffre augmente. Comment lire le graphique? Donc en fait, pour 100 bébés qui sont nés en France, eh bien vous aviez eu, par exemple en 2020, 29 IVG. Donc vous avez 100 bébés qui naissent, et à côté, ou plutôt dans les conteneurs des hôpitaux, vous avez 29 bébés qui ont été avortés. Voilà. Donc ça fait une proportion d'environ 20-25% des fœtus comme ça, qui sont avortés. Voilà. Donc là, c'est un gros débat, mais bon, l'IVG, à part dans des cas précis de malformation, de graves maladies ou de viol par exemple, n'est pas quelque chose qui est moralement normal. Ce n'est pas normal que l'humain puisse comme ça, de manière mécanique, ôter une vie. Alors je sais que même par le passé, les gens, si vraiment ils ne voulaient pas d'enfants, il y avait des techniques vraiment pas très sympas, hein, pour avorter, ou alors des bébés qui étaient abandonnés. Donc je dis pas qu'il faut revenir à ça, mais d'abord essayons de corriger cette déresponsabilisation qu'ont les gens, hein, puisque les gens savent comment ça fonctionne et ensuite n'assument pas. Et surtout, le problème, c'est que cette tendance augmente. C'est de plus en plus, voilà, de plus en plus on considère un fœtus, hein, un enfant, comme étant une option qu'on peut choisir aussi, qu'on peut stopper comme ça. Donc c'est assez grave, hein. Encore un symptôme par rapport aux naissances, on a le nombre d'assistance médicale à la procréation. Donc la fécondation in vitro, la FIV, plus l'insémination artificielle en bleu IA. Donc on voit que là c'est vraiment, statistiquement c'est assez impressionnant, c'est une augmentation tous les ans régulière du nombre d'enfants qui sont conçus in vitro. On était quasiment à 0% en 1985, puisque la technologie n'existait pas, ou débutait, et maintenant on est quasiment à 3% de fécondation in vitro, donc en 2020. Donc là, c'est de plus en plus d'enfants sont nés de manière, disons-le, non naturelle. Donc la fécondation in vitro, certes, c'est vendu, toujours pareil, comme étant une solution à un problème de fertilité, mais personne ne se pose la question de pourquoi ça ne fonctionne pas à la base. Si la nature n'a pas octroyé une fécondation et un développement de fœtus à un couple, c'est peut-être qu'il y a des raisons qu'on ne comprend pas, qui nous dépassent. D'accord ? Pourquoi essayer de forcer la nature à faire des choses qui n'ont pas fonctionné de manière naturelle? Je n'arrive pas à comprendre. Simplement parce que on met ça comme étant un droit, comme étant une option qu'on peut avoir. C'est pas aussi simple que ça, et il y aura des conséquences qu'on ignore. Ça fait partie de l'espèce de philosophie transhumaniste, hein, qui nous pollue de plus en plus. Cette idée qu'on peut dépasser les fonctions de l'homme simplement par la technologie et par la machine comme ça, et que bientôt en fait, c'est quoi la vision du futur? C'est qu'on est tous nés en éprouvette, on va grandir dans des fœtus artificiels, et on va ça ne fait aucun sens en fait. Cette vision de la vie est totalement
dysfonctionnel et aura des conséquences. Il ne faut pas croire qu'on peut simplement comme ça prendre des spermatozoïdes, les sélectionner, les trier, les faire féconder de manière artificielle. Enfin, il y aura des conséquences, qu'on le veuille ou non, à long terme, de ces pratiques reproductives. On ne connaît pas les conséquences, évidemment, maintenant, mais il faudrait s'en tenir au fait que si ça ne fonctionne pas naturellement, c'est que ça ne doit pas fonctionner. Voilà. Alors, autre catégorie de sujets, là on a les chiffres de la drépanocytose qui ont évidemment depuis été stoppés, puisque ça démontrait un changement de population en France. Alors pourquoi ce changement de population en France est un signe de décadence? Alors je ne vais pas m'attarder sur les spécificités de ce qui se passe en France, mais en fait c'est simplement pour dire que quand vous avez un peuple qui est sur une terre, n'importe quel peuple que ce soit, ça pourrait être les Français, les Écossais, les Russes, les Pakistanais, les Congolais, les Péruviens, n'importe quel type de peuple, quand vous avez un peuple qui accepte la venue massive d'étrangers sur son sol et qui leur donne des papiers, qui fait des autres leurs égaux, de manière voilà, ontologique et biologique presque, eh bien ça démontre un problème. Puisque si vous êtes un peuple, vous n'êtes pas un autre peuple. Donc vous ne pouvez pas augmenter votre population simplement en faisant venir des gens. Vous pouvez l'augmenter en vous reproduisant plus, d'accord, et pas en faisant venir des gens comme ça, en les commandant. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et pourtant, c'est la vision que les Français ont. Alors il y aurait des tonnes de choses à dire, mais évidemment, tout ça, c'est la faute des Gaulois qui ont une vision universaliste, égalitariste de l'humanité, qui n'ont pas compris de principes très simples, alors que dans la majorité du monde, c'est une identification tribale qui est faite par rapport aux ancêtres. Donc, un changement de population, en fait, démontre que quelque chose ne va pas dans un peuple. C'est ça que je veux dire. N'importe quel peuple sur Terre. Ça pourrait concerner d'autres peuples. Bon, là, j'ai trouvé ces chiffres pour montrer aux Français directement, mais ça pourrait être un autre peuple. Ça démontre, voilà, que on perd son identité, on ne croit plus en soi, on commande des gens pour travailler à notre place. Enfin, c'est une situation qui est anormale, en fait. Le fait d'augmenter sa population par l'immigration massive, et en plus, dans notre cas, incontrôlée, et en plus non choisie. Donc en France, il y a double, triple peine. Ça démontre que quelque chose ne va pas, et qu'il y a un peuple malade. Et d'ailleurs, même les étrangers qui sont en France, s'ils sont honnêtes de le dire, le reconnaîtront. Ils diront, qu'est-ce qui se passe en France? C'est pas normal. Comment est-ce que c'est géré, en fait? C'est quoi le problème des Gaulois? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Eux-mêmes ne comprennent pas, vous voyez. Donc c'est... Bon, il y aura beaucoup à dire, mais voilà. Un changement de peuple, voulu par sa population, est anormal. La religion. Donc on voit que le nombre de chrétiens baisse, le nombre de musulmans augmente, le nombre de non-religieux augmente aussi. Alors, ce graphique, je le mets pour démontrer que c'est une décadence dans le sens où on commence à mixer plusieurs religions en pensant que ça va bien se passer. C'est vraiment ça le propos. Je ne suis pas en train de dire que telle ou telle religion est plus ou moins pertinente. C'est simplement pour dire qu'actuellement, le Gaulois moyen pense que en mettant sur un même territoire des gens qui sont opposés de manière religieuse et en les faisant venir voilà, malgré cela, eh bien ça va bien se passer parce que on peut tous s'entendre, ça peut tous fonctionner. Donc en fait, c'est une décadence morale dans le sens où on a perdu notre bon sens de se dire que forcément, si vous mettez sur un même territoire plusieurs groupes de personnes qui s'opposent et qui se sont opposés depuis des siècles
ça ne peut que mal se terminer. D'accord. Ça ne peut que mal finir, ça ne peut qu'entraîner des conflits à long terme, pas dans les 10-20 ans, mais dans les 50, 60, 70 ans. Et en fait, ce bon sens-là est perdu, puisqu'en fait, on pense que non, c'est possible de tous vivre ensemble, il faut juste qu'il n'y ait pas de haine, etc. Bon, on va se faire, enfin, les Français vont se faire dépasser par ce qu'ils sont en train de créer, ils sont en train voilà, de mettre les graines des futurs conflits qui vont arriver au XXIe siècle. Euh, Ils le font consciemment, inconsciemment. Moi, je pense qu'ils le font consciemment parce qu'ils sont convaincus que ça va bien se passer. Parce que voilà, le problème, c'est pas qu'il y ait plusieurs types de religions opposées. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont intolérants et que les indigènes sont intolérants. Voilà. C'est une logique qui est complètement, comment dire, inversée, anormale. Et d'ailleurs, tous les gens qui sont sortis de pays où il y a eu des conflits religieux, notamment entre chrétiens et musulmans, vous diront que c'est de la folie de vouloir reproduire les conditions d'un conflit sur un territoire. Donc, voilà. Encore une erreur des Gaulois qui, malheureusement, démontre qu'il y a une cause philosophico-morale de bon sens qui est à l'origine de cette erreur. Autre catégorie, les récidives de criminels et de gens qui font des délits. Donc on voit que ça augmente, il y a de plus en plus de gens qui sont récidivistes. Alors que le but normalement de la justice ce serait que la courbe soit zéro, c'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, vous ne le refaites plus. Voilà. Ça démontrerait l'efficacité. Mais actuellement, en France, on sait quasiment tous que la justice est laxiste, qu'elle remet en liberté des criminels, des gens qui font des délits, parce que de toute façon, il n'y a même plus les moyens de mettre en prison les gens, parce qu'il y a de moins en moins de richesses, dû évidemment à plusieurs facteurs, dont le changement de population. Mais voilà, ça part quand même à la base de la croyance que le criminel va se réinsérer, que c'est pas si grave. Donc il y a un laxisme judiciaire qui est vraiment que la majorité des Gaulois reconnaîtront. Voici les sources que je mettrai en détail dans la description de la vidéo. Alors cette décadence, possiblement, vous ne serez pas concerné. Elle peut vous épargner. Tout le monde ne sera pas touché. Pourquoi ? Parce que certaines personnes auront d'abord un mode de vie sain, qui les protégera de la malbouffe, des sodas, etc. Ils auront une morale saine. Ils sauront identifier les pièges et les menaces. Ils auront une vision du monde qui soit structurée, stable, et qui les fait rester sur le bon chemin, sur le droit chemin. Donc, pourquoi est-ce que je mets ces chiffres de la décadence ? C'est pas pour faire du décadentisme, pour faire peur, pour déprimer les gens. C'est pour d'abord faire un constat que quelque chose ne va pas, que ça va dans la mauvaise direction, en partie, parce que tout le monde n'est pas concerné. Mais pour résoudre une situation, il faut bien d'abord constater qu'il y a quelque chose à changer. Sinon, vous ne changez rien. Si vous pensez que tout va bien, que vous êtes le meilleur, eh bien, vous n'allez rien changer, puisque vous pensez que ça fonctionne. Donc, il faut d'abord avoir le courage de reconnaître que les chiffres montrent qu'il y a une décadence. Il ne faut pas le nier. Et que cette décadence n'explose pas, à la figure, puisqu'il y a une inertie énorme des peuples qui arrivent à vivre sur leurs acquis, et les choses ne se changent pas en quelques années, ça prend des décennies, voire des siècles à changer. Donc il faut d'abord reconnaître qu'il y a une décadence, pour ensuite trouver des solutions. Donc c'est en ce sens-là que cette vidéo et que ce travail et ce constat est nécessaire. C'est pour enfin avoir un déclic mental pour se dire ah oui, quelque chose ne fonctionne pas dans notre manière de vivre, dans notre manière de penser, de réfléchir, dans notre morale, et nous devons changer cela. Parce que tout peut se changer. Comme dit au début, on ne parle pas de ce qui va fatalement arriver, on parle de ce qu'on peut changer. Tout ce qu'on a vu, ce sont des indicateurs
que l'homme, individuellement, au sein de sa famille ou en société, peut changer. Nous avons une influence là-dessus. Et tout ça n'est que le résultat de notre philosophie. Donc, maintenant, le choix est entre vos mains. C'est à vous de choisir si vous voulez vivre ou mourir. Si vous voulez transmettre la vie ou transmettre la mort. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est vraiment ça la question. Est-ce que vous allez vous morfondre voilà, dans la dépression, vous faire happer par tous ces pièges qu'on a vus précédemment, parce qu'évidemment tout ça est poussé par les médias de manière outrancière, ou est-ce que vous allez vous protéger, vous et votre famille, et par extension votre peuple, en adoptant une philosophie qui va vous protéger, qui va être structurée et vous offrir un cadre. Donc c'est ça l'avantage d'avoir une philosophie structurée. Et évidemment, je fais le lien avec le livre La Voie du Progrès et cette chaîne qui débute. C'est que une fois que vous aurez une structure mentale, un corpus de valeurs qui vous protège et en lequel vous croyez, eh bien tout ça ne vous atteindra pas. Tous ces indicateurs de décadence, vous ne serez pas dans les chiffres parce que vous serez protégé. Vous ne succomberez pas à cela. Et en fait, le besoin d'ordre moral est plus que jamais nécessaire dans nos sociétés. On n'a pas besoin d'avoir quelque chose qui soit ultra innovant, ultra nouveau, voilà, qui encore plus nous fait dévier notre attention. Non, il nous faut quelque chose qui soit stable, qui soit éprouvé, qui ait fonctionné pendant des siècles, qui soit basé sur le bon sens, sur l'expérience humaine tout simplement, et qui nous protège philosophiquement de ce qui arrive. Et donc ce besoin de philosophie protectrice, en fait, est d'actualité pour ne pas succomber à tout ça. Parce qu'évidemment, derrière ces chiffres, qui sont des... voilà, qui font plaisir aux statisticiens, mais derrière ces chiffres, il y a quoi? Il y a de la souffrance. Derrière les chiffres du cancer, du diabète, des opérations de changement de genre, des antidépresseurs, de la baisse de natalité, tout ça, ça entraîne du malheur, ça entraîne de la dépression, ça entraîne de la souffrance humaine, hein. Ça entraîne un esclavage humain de par notre situation qu'on n'arrive pas à changer, hein. On n'est plus libre. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'essaie de faire ce travail de structuration d'une philosophie qui nous permette comme ça de libérer vraiment le vrai être humain qui est en nous, qui est selon moi un être humain qui aime la civilisation et qui veut la réaliser pour un objectif d'élévation spirituelle. Et voilà, comment dire, tant qu'on va laisser les forces du mal, pour employer un mot comme ça un peu spécial, tant que vous laisserez les forces du mal vous corrompre pour leurs avantages à eux, parce qu'évidemment la deuxième chose qu'il y a derrière ces chiffres, c'est un profit pour quelqu'un d'autre, hein, pour une industrie, pour un lobby, voire pour un autre peuple qui cherche à vous affaiblir, parce que personne ne vous protégera. Quand votre pays à vous est attaqué par les lobbies et quand vous allez de plus en plus mal, les autres pays en fait se réjouissent parce que ça vous affaiblit, ils le savent très bien. Donc n'attendez pas une solution extérieure d'un pays qui va venir vous libérer. Non. N'attendez pas non plus des médias et de l'État de vous libérer. Parce que l'État, lui, est dans une optique inverse. Et les médias aussi. Donc en fait, la seule solution, ça sera vous et votre communauté éventuelle. Ce n'est que ça qui pourra faire changer la situation. Ce n'est que quand de plus en plus de personnes au niveau individuel se rendront compte que ça ne va pas et qu'ils veulent le meilleur pour eux, pour leur famille, et donc ils veulent une nouvelle philosophie. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Si vous avez d'autres chiffres de la décadence à lister, n'hésitez pas à les ajouter en commentaire pour étoffer un peu le propos. Et voilà, encore une fois, cette vidéo n'est pas dans un but négatif, c'est dans un but positif, d'abord de se rendre compte de ce qui ne va pas pour ensuite implémenter la meilleure solution qui va résoudre le mieux possible les problèmes que nous avons. Voilà, merci de m'avoir écouté et à bientôt. Ciao.